Ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Liban est vraiment crucial. Depuis 1 heure, on entend tout et son contraire. Il y a un cessez-le-feu, il n'y en a pas, il est rompu, il est rétabli. C'est fou ce qui se passe. Israël a bombardé la nuit dernière et aujourd'hui, à Nabatie et dans toute la région autour, plus de 47 personnes ont été tuées et 106 blessées, d'après les sources libanaises. Et du côté israélien, 4 soldats ont été tués. L'attaque est en cours pendant qu'on parle. On dit que le cessez-le-feu tient, mais les attaques continuent. Et la chaîne israélienne numéro 15 a déclaré que si le Hezbollah tente de s'opposer à l'avancée israélienne dans le sud du Liban, Israël se défendra et ripostera. Professeur Marandi, quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, tout d'abord, j'ai reçu une nouvelle il y a quelques heures, 3, peut-être un peu plus, d'un jeune homme que j'avais aidé à obtenir un post-doctorat dans une université prestigieuse à Pékin. C'est un Libanais. Il m'a dit il y a quelques heures que la maison de son beau-père avait été bombardée et que celui-ci était sous les décombres. Les Israéliens ne laissent personne s'approcher, les drones tournent au-dessus et traquent les gens, donc personne ne peut approcher du bâtiment. Et plus tard, il m'a dit que son beau-père avait été tué. Voilà ce qui se passe. Ils assassinent des femmes et des enfants. Ils massacrent des familles. Les médias occidentaux, pour aider les Israéliens, les journalistes occidentaux, les grands médias, les médias d'État, appellent ça des cibles du Hezbollah. Tous ces petits bébés, tous ces enfants, ce serait donc le Hezbollah. Et ils rasent des villes entières. On n'en parle presque pas. Le ministre de la Défense du régime israélien a déclaré qu'il rasait tous les villages et que les habitants ne reverraient jamais leur maison. Les sionistes disent, des membres du gouvernement le disent, que pour chaque femme en Israël qui verse des larmes, 1000 ou même des milliers de femmes libanaises en verseront aussi. C'est un régime génocidaire. Mais les médias occidentaux, les gouvernements occidentaux, les diplomates occidentaux, ce sont des criminels, ils sont complices. Que ce soit The Guardian ou Fox News, ça ne change rien. Ils sont tous complices de ce génocide. Et d'ailleurs, les régimes de la région aussi. Tous se prétendent défenseurs du peuple palestinien, sauf l'Iran et Sadr. C'est incroyable de voir combien de gens continuent à me contacter pour me demander pourquoi l'Iran ne fait rien. Je veux dire, l'Iran et le Hezbollah, ce sont des victimes de guerre à répétition. Ils aident autant qu'ils le peuvent, mais ils devraient aussi regarder du côté de leur propre gouvernement, ceux qui transportent du pétrole vers le régime israélien, qui font du commerce, des affaires, qui ont des ambassades là-bas. Au lieu de critiquer l'Iran qui affronte une coalition de soutien du régime israélien, ces gens devraient, de temps en temps, se pencher sur leur propre gouvernement et voir ce qu'ils peuvent faire pour provoquer un vrai changement dans les capitales de leur pays. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout un signe de la manière dont on peut vraiment évaluer la solidité de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. On en a déjà parlé. Larry l'a aussi dit auparavant. Même si c'est un document important, le protocole d'accord est un texte majeur. C'est avant tout un symbole de la victoire de l'Iran. C'est une victoire politique qui montre aussi la victoire militaire et celle de la guerre de siège. Mais croire que c'est la fin de l'histoire, c'est faire preuve de naïveté. Les États-Unis sont censés mettre fin au génocide. En réalité, ils ne font rien de tel. Le régime israélien avance et il déclare que si le Hezbollah résiste, c'est une violation du cessez-le-feu. Donc il s'enfonce plus profondément au Liban, ou du moins, il essaye de le faire. Et si le Hezbollah riposte, c'est encore une violation. Voilà le monde à l'envers dans lequel on vit. C'est ce que soutient l'Occident et c'est ce que soutiennent les États-Unis.
Donc la toute première partie du protocole d'accord est déjà violée. Et puis ce matin, Trump a déclaré que l'Iran ne verrait pas un centime de son argent. J'ai entendu qu'Al Jazeera disait que l'argent avait été transféré à l'Iran. Juste avant de venir dans votre émission, j'ai vérifié et rien n'est arrivé en Iran. Les États-Unis sont donc en violation de l'accord à plusieurs niveaux, et c'est exactement ce qu'on attendait. Maintenant, certains disent que l'Iran a été naïf de signer cet accord. Moi, je ne le pense pas. Je crois qu'au contraire, l'Iran montre une fois de plus au monde que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, qu'ils ne sont pas fiables. L'ayatollah Khamenei, dans une lettre publiée hier soir, a déclaré qu'il était très sceptique et qu'il n'avait accepté cette démarche que parce que le président avait insisté. Le scepticisme de l'ayatollah Khamenei s'est avéré justifié et les négociateurs vont être durs. Ils ne seront pas flexibles à la table des négociations si jamais ils y arrivent, parce qu'en ce moment, il n'y a tout simplement pas de négociations, à cause des attaques génocidaires en cours au Liban, et aussi parce que Trump a clairement dit qu'il ne remettrait pas les avoirs iraniens. Et je ne comprends pas pourquoi Al Jazeera continue d'inventer cette information, alors qu'il ne s'est encore rien passé. Larry, on devait avoir un sommet aujourd'hui à Genève, en Suisse. Mais plus tard, on a appris, par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai, que les négociations à Genève sont suspendues et reportées à une date ultérieure, le temps que les termes du protocole d'accord soient appliqués. Et on connaît le comportement d'Israël avant ce protocole d'accord. Ils ont attaqué Beyrouth. Et en ce moment, les attaques s'intensifient. Est-ce que tu penses que ces deux parties vont se retrouver bientôt? Je pense que ce qui va se passer dans les 3 prochains jours sera vraiment important. Alors regardons un peu ce qui se passe du côté américain. L'armée a mis en place ce qu'on appelle des centres d'opérations tactiques et des centres d'opérations conjointes. Ils appellent ça des CAT, des équipes d'action de crise. Le principal, je crois, se trouvait au commandement central et le centre de secours était au Centre national de commandement militaire, au Pentagone. Et puis, il y en avait plusieurs autres qui ont été installés. Ces centres ont commencé à fonctionner environ 2 jours avant le début de la guerre, le 28 février. C'était donc un signe clair que quelque chose allait se produire, qu'une attaque se préparait. Et ces équipes, qu'on appelait les CAT, tournaient 24 heures sur 24. Les hommes et les femmes qui y travaillaient faisaient des gardes de 12 heures, rentraient chez eux, puis revenaient. 12 heures de service, 12 heures de repos, 7 jours sur 7. Autant dire que c'était un rythme vraiment éprouvant. J'en parle parce que ces équipes ont maintenant été démantelées. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en position, ni militairement préparés, à entreprendre quoi que ce soit. La seule unité encore active, c'est le commandement des opérations aériennes. Ils sont en train de se retirer, de planifier le rapatriement de tous les avions américains envoyés dans la région. Je souligne cela parce que, en ce moment, les États-Unis ne semblent pas se préparer, ni se mettre en ordre de bataille dans l'hypothèse où l'Iran attaquerait Israël. Autrement dit, ils ne se préparent pas à riposter au nom d'Israël. The bad news, though, is Trump is I think he's a combination of unable and unwilling, and maybe I'll be proven wrong, to really rein in the Israelis. He can immediately. He can do so by saying, okay, we're withdrawing our Patriot batteries, we're withdrawing THAAD, we're suspending the aid. There are very concrete things he could do to get Israel's attention to stop this. But so far, he's shown no inclination to do so. However, his original reason for making this deal is because of a
the economic catastrophe that is just weeks away. That he'd been warned for at least a month about the implications of the depletion of the strategic petroleum reserve, and just ignored it, or did it finally got his attention. Ça a fini par attirer son attention. Et son annonce, oui, c'était « laisser couler le pétrole ». Eh bien, comme on l'a vu aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé. Les navires qui pensaient pouvoir passer ne bougent plus. Parce que maintenant, avec la menace de l'Iran de s'en prendre à tout navire qui ne respecte pas le système iranien mis en place pour encadrer le passage des bateaux, ils sont en danger. Et je crois que la marine américaine a en fait retiré ses forces de la région. Donc il n'y a plus les moyens aériens qui étaient là auparavant pour tenter de contrer les activités iraniennes, et les moyens navals, eux aussi, semblent se retirer de la zone. Cela place donc l'Iran dans une situation où, d'après ce qu'on me dit, il est en consultation active avec le Pakistan et la Chine pour décider des prochaines étapes. Parce que d'un côté, l'Iran veut être perçu comme respectant ce mémorandum d'entente. Mais la violation est évidente. Le tout premier paragraphe stipule que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés sont responsables de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban. Or, ce qu'Israël fait en ce moment constitue une violation totale de cette intégrité territoriale et de cette souveraineté. Et donc, selon les termes de ce mémorandum, l'Iran serait pleinement en droit d'agir contre Israël pour mettre fin à cette violation. Professeur Marandi, vous avez peut-être des remarques à faire sur ce que Larry vient de dire à propos de la position iranienne et de la façon dont Téhéran perçoit la situation en ce moment. Mais nous avons reçu un rapport d'Iran de la part du député Malik Shariati. Il affirme que le président Pezeshkian a préparé un plan en 6 points pour répondre aux manquements des États-Unis au cas où il ne respecterait pas le protocole d'accord. Ce plan aurait été présenté au guide suprême de la République islamique et ils attendent maintenant sa réponse. Vous avez évoqué hier la lettre, ou plutôt la déclaration du guide suprême, qui d'une certaine manière allait dans ce sens. Vous en aviez résumé l'essentiel. Quelle est selon vous la position actuelle de l'Iran et comment comprenez-vous ce nouveau rapport? Je pense que les risques d'un nouveau conflit entre l'Iran et le régime israélien sont élevés et que la probabilité que l'Iran tire des missiles sur le régime israélien augmente de minute en minute. On a déjà vu les Iraniens, à au moins 2 reprises, menacer d'utiliser des missiles, puis finalement s'en abstenir. La première fois, c'était juste avant l'accord, quand les Israéliens ont frappé Beyrouth. L'Iran était sur le point de riposter. Et puis Trump, pour éviter une escalade, a fait ses concessions qui ont conduit à l'accord. La principale, la toute première concession, figurait dans le premier paragraphe. Le régime israélien devait se retirer et reconnaître la souveraineté libanaise. Et puis, il y a quelques nuits, l'Iran, je ne sais plus exactement laquelle, a fermé l'espace aérien à l'ouest du pays et se préparait à lancer des missiles contre le régime israélien en réponse à ces violations au Liban. Et ça ne s'est pas produit, probablement à cause des promesses faites par les États-Unis. Mais je pense qu'à ce stade, les risques d'escalade et de frappe de missiles iraniennes augmentent très vite. Je pense aussi que le nombre de navires autorisés à traverser le détroit d'Ormuz sera limité pour faire pression sur l'économie américaine afin de forcer Trump à prendre position contre le régime israélien. Parce que tout le monde sait que le temps presse, et c'est d'ailleurs ce que Marius vient de souligner. Trump lui-même a dit qu'il restait 4 semaines, et les Iraniens le savaient déjà, puisque tout le monde suit l'actualité. Donc on est, vous savez, dans une situation vraiment dangereuse, et je pense qu'une escalade est très probablement imminente.
quite possibly imminent. Oui. Larry, tu te souviens de ce que J.D. Vance a dit hier soir à Israël? Que le seul ami qu'ils ont, c'est les États-Unis. Et les États-Unis fournissent environ les 2 tiers de ce qu'Israël utilise dans cette guerre. Voilà la situation. Et quand on regarde ce qui se dit dans les médias israéliens, on voit qu'une des grandes questions, c'est de savoir si les États-Unis sont devenus une sorte de nouveau proxy iranien. Est-ce que ces gens sont logiques? Est-ce qu'il y a la moindre rationalité dans ce raisonnement? Parce qu'on a l'impression qu'ils apprendront rien, à moins d'y être contraints d'une manière ou d'une autre. Non, franchement, il n'y a ni logique ni rationalité à Washington. C'est une denrée rare quand ça se manifeste. Écoutez, le récit sur l'Iran est profondément ancré dans la conscience américaine. C'est censé être un État terroriste, brutal, autoritaire, qui attaque ses voisins, qui a tué des milliers de personnes. Rien de tout ça n'est vrai. Mais quand Trump a signé l'accord l'autre jour, ou plutôt quand il a apposé son nom sur le mémorandum d'entente, la réaction a été immédiate, rapide, furieuse, totale. Fox News, qui sert presque de porte-voix à l'administration, s'est mise aussitôt à l'attaquer, à remettre en cause la décision. Comment est-ce possible? Donc, la seule chose qui pourra vraiment renverser ce récit, c'est la défaite effective d'Israël. Je suis désolé de le dire, mais ce sera le choc nécessaire pour réveiller Israël de ce rêve étrange dans lequel le pays vit, ce monde imaginaire où, soi-disant, les États-Unis seraient la première puissance militaire et Israël la plus grande et la seule démocratie du Moyen-Orient. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. En même temps, l'administration Trump, qu'elle le veuille ou non, va être obligée de faire face à certaines réalités économiques provoquées par la fermeture du détroit d'Ormuz et la perturbation de l'approvisionnement en pétrole. J'ai écrit l'autre jour que d'après les médias, la réserve stratégique de pétrole des États-Unis était tombée à environ 360 millions de barils. Mais ensuite, j'ai découvert que non, c'était faux. Le 5 janvier, le chiffre était de 349 millions de barils, donc 11 millions de moins. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui, on est probablement encore plus bas. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que ces 349 millions représentent environ 16 jours de consommation de pétrole aux États-Unis. Quand ça s'épuise, alors qu'on fait déjà face à une pénurie mondiale, les prix s'envolent et les effets sur l'économie sont énormes. Et c'est là que l'économie va en quelque sorte forcer les États-Unis à s'éloigner d'une confrontation avec l'Iran, tout en essayant de continuer à soutenir Israël. Mais je pense que ça pourrait arriver d'ici 2 ou 3 mois.